Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique 85. Chose promise, chose due. Je vais traiter dans cette chronique du Mittel Europa. Conception du Mittel Europa d'une manière générale. Faisant suite, bien entendu, à mon audio concernant le pacte ou le groupe de Visegrad. Alors, comme je l'avais précisé, il y a une idée dans le Mittel Europa très fondamentale chez les experts qui tenterait à donner l'origine de cette conception, de cette idée, ce concept, qui fut une idée germanique. Alors, bien entendu, la liste est impressionnante concernant les précurseurs de l'idée et de la nécessité, je dirais, de réunifier l'Europe et ne cesse de s'allonger, je dirais même sous l'influence de la naissance concrète de l'Union européenne et bien entendu de son élargissement continu et je devrais même dire actif. On peut considérer qu'aujourd'hui l'historiographie actuelle, qui ne souhaite pas allonger cette liste en amont, avant le XIXe siècle, distingue je dirais la typologie, il faut être honnête, qui n'est pas verrouillée, puisqu'elle continue de s'alimenter avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Toutes ne sont pas prises en compte, mais une multitude permet de faire évoluer, voire avancer le débat. Mais nous pouvons en retirer aujourd'hui, ou tirer les conséquences de deux types fondamentaux, de précurseurs, soit, je dirais, des personnalités issues de la société civile, les écrivains, bien entendu, les artistes, les hommes de science et de technique, et bien entendu des hommes de la vie politique, des ministres, des hauts fonctionnaires, des chefs de parti et des intellectuels, bien entendu, soit des représentants des dynasties et des républiques, des superpuissances, je dirais, européennes dominantes du siècle, que sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche-Hongrie, la Russie et l'Empire ottoman, quand on fait un petit peu d'histoire. Alors la situation d'avant la Première Guerre mondiale est assez complexe, parce que le XIXe siècle européen est caractérisé aussi très fortement du point de vue historique, et je dirais même politique, par la naissance des États-nations, rappelez-vous la SDN, et par le réveil des nationalités et leurs aspirations à l'indépendance. Alors, à l'époque, ce puissant mouvement des peuples soumis et des nations, je dirais, colonisées, mais directement en cause l'avenir des trois empires coloniaux, multinationaux et multiethniques, en présence tout d'abord de la monarchie d'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Russie. Alors je voudrais préciser en outre que ces superpuissances sont, pendant la Grande Guerre de 14-18, donc de 1914 à 1918, dans deux camps opposés. Nous avons en premier lieu les empires de l'Axe, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, d'une part, et les Alliés, ou l'entente, en l'occurrence la Grande-Bretagne, la France et la Russie, d'autre part. Les projets européens pour l'unification, nés au cours de la période fondamentale de 1840 à 1915, n'auront donc pas le même poids selon que les initiatives seront issues du camp des vainqueurs ou celui des vaincus. Cela est une évidence incontournable. Alors d'après le principe polémologique, bien vérifié dans l'histoire de notre vieille Europe, en outre, les deux empires centraux germaniques, successeurs élus, en l'occurrence les Habsbourg, ou autoproclamés
Les rois de la Prusse, du Saint-Empire romain germanique, veulent unifier l'Europe sous leur direction. C'est là, en quelque sorte, on pourrait déterminer l'origine ou de la naissance du concept de Mitteleuropa, qu'on a parfois aussi appelé l'Europe du milieu ou l'Europe du centre. Alors, en réalisant autour des deux empires centraux une petite Europe, le monde germanique riche et dynamique grâce à sa réussite dans le domaine de l'industrie et de l'urbanisme cherche ainsi, je dirais, une place plus importante dans le concept des superpuissances européennes. Dans ce domaine, bien entendu, le projet de Mitteleuropa, le plus important, est sans doute celui de Friedrich Naumann, où on voit faire des recherches concernant ce personnage fort intéressant de 1860 à 1919, qui fut bien entendu un pasteur luthérien, homme politique libéral progressiste et fondateur du Parti démocrate allemand, le DDP. Naumann publie courageusement ses thèses sur l'unification de l'Europe du milieu en pleine guerre, en 1915, dans un ouvrage intitulé Mitteleuropa, qui devient le plus grand succès de librairie de l'année en Allemagne, malgré la réserve, voire hostile, des généraux et des milieux proches de l'empereur. Le lecteur alsacien sensible à l'histoire de sa région peut être intéressé lui aussi par cet ouvrage, d'autant plus que Naumann, populaire dans les milieux universitaires et les cercles, je dirais, de bien-pensance de l'Alsace-Lorraine, a été, précisons-le, en 1903 à l'origine de la fondation du Parti libéral-démocrate alsacien, le Liberal Landespartei, par le pasteur luthérien, journaliste et homme politique alsacien Georges Wolf, 1871 à 1951. Ainsi que, n'oublions pas, son frère, tous deux naumanniens convaincus, les plus éminents, je dirais, de l'Alsace, étaient alors, bien entendu, Rodolphe Schwander, 1868 à 1950, maire de Strasbourg, un homme de gauche, d'origine alsacienne. De plus, la préface importante de l'ouvrage, traduit en français en Suisse en 1916, contournant ainsi la censure en vigueur en France pendant la guerre, fut écrit par une personnalité les plus marquantes du Parti socialiste, du SPD, de l'Alsace, Salomon de Grandbach, 1884 à 1952, journaliste et homme politique alsacien, alors correspondant de l'Humanité à Genève. Un des caractéristiques politiques et culturelles des thèses de Naumann sur l'unification de la petite Europe sous la direction de deux empires centraux, et qu'il reprend à son compte les thèses des précurseurs allemands du XIXe siècle sur le préalable fondamental de toute réunion qui serait d'entamer la démarche par l'union douanière et économique du monde germanique et celui, bien entendu, des futurs adhérents. Vous voyez, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que le concept de Mitteleuropa a été défini finalement avant que l'Union soviétique soit mise en place. On peut considérer que ces hommes étaient assez proches, étant donné qu'ils étaient du SPD, furent assez proches des mouvements, je dirais, socialistes. Alors, parlons de ce projet des précurseurs pour une union économique et douanière, bien que, je dirais, pour Naumann, le concept de Mitteleuropa fut essentiellement un concept politique. Naumann était conscient que la primauté de la phase de départ de l'union économique et douanière de l'Europe centrale, de ce point de vue, il fut donc un visionnaire de l'Europe économique du XXe siècle. Dans cette voie, le premier précurseur avait été Friedrich List, de 1789 à 1846, un théoricien économiste et publiciste allemand de la première moitié du XIXe siècle. Alors, comment qualifier finalement au fond son idée?
Je dirais que son idée était, d'après l'historien et politologue français Jacques Droz, de constituer dans l'Europe du milieu un grand espace économique. Ce grand espace servirait à faire barrière contre l'expansion de l'influence britannique sur le continent. Dans son effort pour limiter l'influence prussienne à l'intérieur des empires centraux, dans le cadre du Zollverein, constitue, après la Révolution de 1848, l'Autrichien Karl von Brugg, ministre du Commerce extérieur du cabinet de Schwarzenberg, préconisait la constitution d'un espace douanier de plus de 70 millions d'habitants allant de la mer du Nord à l'Adriatique, sous une direction collégiale autrichienne. D'autres, comme l'homme politique prussien Constantin Franz, envisageaient l'avenir du Mitteleuropa comme une fédération des peuples germaniques ou des peuples allemands et des nationalités qu'ils contrôlaient sous la direction prussienne. Et travaillant bien entendu pour la Bundschaft germanique, Franz était convaincu de l'importance des questions économiques et douanières pour une future fédération à constituer. Et surtout, il voyait un danger dans la politique de Bismarck, je dirais, de constituer seulement un empire allemand, la petite Allemagne, un peu exiguë, excluant ainsi l'Autriche. Et le poids de la question économique était reconnu, à quelques nuances près, disons, par tous les autres précurseurs germaniques connus de l'idée de Mitteleuropa. Et nous savons maintenant que l'Union européenne a emprunté cette même voie. Friedrich Naumann était tout à fait conscient de l'importance de la question économique dans son projet d'une telle union. À tel point que je dirais même que la moitié des chapitres concernant le sujet est consacrée aux problèmes économiques et douaniers, aux problèmes de frontières. On y revient finalement. Alors, comment qualifier Friedrich Naumann ? Friedrich Naumann serait, selon certains, un libéral de gauche marqué par un christianisme social, et un petit peu sorte d'hegelien luthérien, tout en ayant ce qu'on appelle une dimension, je dirais, socialiste allemand. Alors les activités politiques et culturelles et les convictions sociales chrétiennes antérieures de ce pasteur protestant, devenu un chef politique, un écrivain, un journaliste influent, expliquent bien, je dirais, la naissance de son projet, le projet d'union. Après des études de théologie à Leipzig, il est nommé en 1883 pasteur dans la mission intérieure à Hambourg. Il devient rapidement un leader chrétien, social de gauche, épris d'un socialisme et œuvrant pour une démocratie sociale. En 1883, il crée la revue Die Hilfe, et 3 ans plus tard, il fonde Erfurt, l'association sociale nationale, et le fameux National Social Verein, dont le sociologue Max Weber deviendra un membre actif. Le programme de cette association d'influence sociale est de tenter de concilier la pensée chrétienne avec l'Empire allemand et en même temps je dirais, la conception démocratique et sociale. Alors, face au peu d'impact de son association, il s'allie avec l'Union des libres penseurs pour fonder le Parti populaire progressiste, dont il devient député au Reichstag en 1907. Il sera un théoricien libéral et démocrate écouté, il se battra pour une société industrielle moderne issue du système germanique où prédominerait la démocratie. Naumann a une activité culturelle extraordinaire pour rapprocher les industriels des artistes et des architectes. Il est le cofondateur de la Werkbund, et pour combattre la Wohnungsnot, la crise du logement des travailleurs, il soutient l'association allemande des cités-jardins. Il voit un de ses proches collaborateurs, Ernst Jacques, animer cette association dans son cercle évolue des universitaires et des savants célèbres tels que l'historien Friedrich Meinecke, 1862-1954, Hans Delbrück, 1848-1929, le théologien Ernst Troeltsch, 1865-1923, le juriste Georges Friedrich Knapp, 1842-1900,
1926, l'économiste Lucio Brentano, 1844-1931, les sociologues Max Weber, 1864-1920, et Werner Sombart, on y arrive, le socialisme allemand, 1863-1941. Bref, tout ce petit monde avait aussi bien des nationaux-bolcheviques, des gens tournés vers l'Est. Vous voyez, donc on était dans une doxa un peu différente. Alors cette activité débordante mine sa santé après la chute de l'Empire, je dirais à la fin de la guerre de 1914-1918, et peu avant sa mort, il fonde en 1919 pour réunir les forces libérales progressistes de la République de Weimar naissante, le Parti démocratique allemand dont il devient le président. Orateur brillant, sincère, volontariste, on peut même le qualifier de prophète de la modernité, il devient pour une courte période la bonne conscience du Parlement de la République. Il meurt d'épuisement à 59 ans, dans l'Allemagne secouée par les révolutions qui cherchent sa nouvelle identité. Les États-Unis d'Europe, dont la Mitteleuropa aurait constitué un noyau fondateur germanique et continental, étaient au centre de sa Weltanschauung, de la vision du monde à laquelle il a consacré une vie exemplaire qui force effectivement un certain respect. Alors, venons-en au concept, puisqu'on a planté le décor, on a essayé de définir quels sont étaient, de façon contemporaine, les individus qui ont essayé de donner un sens politique, conception du Mitteleuropa, venons donc à cette conception. Donc le Mitteleuropa, donc, qui est d'espèce de conception politique, donc projet et concept, et dès le départ, et surtout, suite à la révolution de 1848, une expérience de pensée. Elle est, bien entendu, comme toute expérience de pensée, est à la fois utopique, un concept, je dirais, abstrait, politique, géopolitique et sociopolitique, expression de la dynamique germanique continentale des empires centraux. Elle doit cette formulation et sa diffusion aux Allemands et aux Austro-Hongrois qui en constituent le noyau. L'Europe centrale, observe Neumann, sera allemand au cœur, elle emploiera d'elle-même l'allemand comme langue d'affaires et comme langue, je dirais, universelle, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque si on peut observer aujourd'hui, après la fin du pacte de Varsovie de Comecom, on peut constater que l'Allemagne est le seul pays qui crée de l'excédent à l'Est, qui a ce savoir-faire avec, je dirais, les pays, les partenaires des pays de l'Est. Bien entendu, en passant en plus par 40 ans d'expérience de la RDA, faisant partie du pacte de Varsovie, à cette expérience de pouvoir comprendre et connaître ces interlocuteurs qui ont été effectivement ses partenaires dans le communisme et qui aujourd'hui sont ses partenaires dans l'économie de marché. Alors revenons justement à cette conception allemande du Mitteleuropa qui, dès les premiers jours, devait faire preuve de tolérance, de souplesse à l'égard de toutes les langues voisines et participantes, afin que puisse s'élever la grande harmonie nécessaire d'un État combattu et pressé de tous côtés. Il y a alors deux aspects importants de sociologie politique dans cette citation. D'une part, la situation de guerre dans laquelle livre, je dirais, cette actualité du moment, et dont effectivement il est cité dans son livre qui a été rédigé, et d'autre part le renoncement de Neumann à accorder la primauté politique à une seule nation leader. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser tous les stratagèmes pour ne pas heurter les généraux, je dirais, et l'empereur. Neumann est patriote et en même temps social, et il soutient son pays comme le font les leaders de tout parti important, y compris les sociaux-démocrates, comme les gens de droite, comme les gens de gauche. N'oublions pas bien entendu les principaux intellectuels du pays.
Il en est de même, je dirais, dans le camp adverse, chez les Alliés. C'est la nature politique de la guerre qui lui révèle l'un des aspects fondamentaux de l'affrontement entre superpuissances en 1914-1918, à savoir qu'au XIXe siècle, seules les grandes puissances coalisées pourront survivre comme nation leader. L'Europe centrale, écrit-il, est le fruit de la guerre. Ensemble, nous avons été enfermés dans la prison économique. Ensemble, nous avons combattu et nous voulons vivre ensemble dorénavant. Ok, la chose est plantée. Neumann exprime ainsi le sentiment politique des libéraux, démocrates et du parti du centre catholique d'être isolés sur le plan international par l'alliance entre l'Angleterre, libre-échangiste, la France révolutionnaire et la Russie absolutiste. De ce point de vue, je dirais le projet de Mitteleuropa s'avère une nécessité. Une réaction de défense de l'organisation des peuples, de cet espace contre le péril que représentaient ces grands empires coloniaux. Un peu d'histoire, un peu de rémémoration. Rappelons aussi la position paradoxale des libéraux, des démocrates et des chrétiens qui, dès l'automne 1915, quand l'ouvrage de Neumann paraît, préparent déjà la conférence de la paix qu'ils pensent, je dirais, inévitable, et qui est alors encore une perspective de paix honorable entre les belligérants et non une défaite humiliante pour les pays de l'Axe pour sauver ce qui, je dirais, pourrait l'être. Le projet de Neumann, ou le projet neumannien, si vous me permettez ce néologisme, du Mitteleuropa, est aussi un concept culturel dans le sens sociologique du terme, de culture, à ne pas confondre avec la Kulturkampf, qui est encore un autre domaine. Alors, tel qu'il est entendu par le sociologue Raymond Aron, qui considère l'Allemagne comme une Kulturvolk, c'est-à-dire la culture du peuple, ou un peuple où la culture fait partie de l'identité politique, comme définir en pleine guerre mondiale les conditions socioculturelles d'une existence historique commune, d'une communauté de destin dans l'universel, des deux empires centraux sur cette question brûlante. La position fondamentale consiste à bien identifier les nationalités composantes de chaque empire, bien entendu. La composition des Allemands de l'empire était la suivante: Allemands tout d'abord, Polonais, Français, essentiellement bien entendu Alsaciens et Lorrains, Danois et celle des Autrichiens de l'Empire allemand, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Polonais, Slaves de l'Est, Ruthènes d'Ukraine et Slaves du Sud, ce qu'on détermine par les Slavons, Croates et Serbes. L'appel à la communauté de destin de l'Europe centrale avait certes alors une actualité économique et politique à cause, je dirais, de la dynamique germanique dans ce vaste espace continental, mais il y avait aussi une dimension historique, point douter, dans la mesure où cette partie de l'Europe est l'héritière de l'Empire romain sous forme du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire que les Germains, surtout depuis le romantisme, ont pris conscience qu'ils remplissaient ainsi une mission civilisatrice. Les pères fondateurs de la sociologie tels que Tony, Weber, Simmel et Sombart ont manifesté ce sujet, sinon leur adhésion, du moins leur conviction, leur sympathie. Alors je vous envoie à essayer d'acquérir un livre qui s'appelle Le socialisme allemand de Werner Sombart, qui est très très intéressant. Un peu comme Aleknov qui avait essayé, esquissé un socialisme sans Marx. Là, nous sommes dans un socialisme un petit peu, bien entendu, ne reniant pas les thèses marxistes, mais n'étant pas marxiste dans, je dirais, dans son analyse. Alors, je viens de faire une petite aparté. Alors, nous en venons effectivement à une grande Allemagne ou une petite Europe germanique. À la suite du succès considérable du livre de Neumann auprès de l'opinion publique avertie et qui souhaite la paix, plus de 100 000 exemplaires vendus en 6 mois et en un format de poche, un peu aujourd'hui comme nos éditions Folio, vendus en 6 mois, un format de poche populaire lancé la même année. N'oublions pas, des passions paradoxales naissent dans les cercles de dirigeants et dans des associations d'influence. Donc tout ce petit monde était très très imbriqué dans l'arrivée de cet ouvrage, donc beaucoup de foisonnement intellectuel pour et contre.
et surtout sur l'actualité d'un projet continental restreint par rapport à la Weltpolitik. En effet, la politique mondiale du pouvoir wilhelmien avait, avant la guerre, abreuvé les Allemands d'une propagande sur la nécessité d'élever l'Allemagne au rang d'une superpuissance. Pour simplifier, on va être clair là-dessus, on peut dire que la puissance complexe militaro-industrielle qui profite de l'économie de guerre, associée au parti de la droite traditionnaliste pro-wilhelmien, rejette le projet de Neumann. Les industries allemandes observent François Fechtot, politologue français d'origine hongroise, craignait que le protectionnisme impliqué par le projet de Neumann fermait à l'Allemagne finalement des débouchés sur le marché mondial, autrement plus importants que ceux que pouvait offrir l'Europe centrale et balkanique, somme toute naissante. Alors certes, en cas de victoire allemande, la perspective du maintien, je dirais, du contrôle étatique de l'économie pendant la période de transition qui suivrait la conférence de paix était un calcul plausible. Mais Neumann, que les milieux politiques du Reich wilhelmien appellent aussi l'impérialiste démocrate, à cause de ses efforts pour mondialiser la puissance économique de l'Allemagne, rejette déjà en partie ces accusations dans son ouvrage. Il revient, je dirais, sur cette question dans son introduction à l'édition française de 1916, en ces termes. Toutefois, c'est lui qui parle. Je désire profiter de cette occasion pour insister quelque peu sur deux fausses conceptions de mon but et de mes intentions, à savoir que la diffusion de la mentalité mitteleuropéenne serait nuisible aux intérêts maritimes et coloniaux, et que, d'après mon livre, l'unité économique et des puissances centrales serait une idée née des dispositions agressives à l'égard de l'Europe. La première de ces opinions est plutôt spécialement allemande et la seconde est plutôt étrangère. Alors, minorité d'industriels allemands soutient cependant le projet de Neumann, c'est le cas de certains parmi les puissants tels que Robert Bosch, Walter Rathenau et Peter Bruckmann, qui comme Neumann pensent qu'une union douanière et économique des pays de l'Axe préserverait mieux l'Allemagne après la guerre contre une éventuelle guerre économique des puissances occidentales dans le milieu politique allemand. Les cercles dirigeants sont influencés par les forces conservatrices qui suivent la tradition bismarckienne de la petite Allemagne à direction prussienne victorieuse contre la grande Allemagne autrichienne à Sadowa en 1866 et veulent une grande Allemagne dominante sur le continent plutôt qu'une petite Europe centrale qui reviendrait à perdre une part d'énergie pour aider la monarchie austro-hongroise affaiblie par les questions des nationalités, par une économie de guerre ruineuse pour son industrie, moins développée. Vous voyez, quelque part, on ne sommes pas très loin un petit peu de la conception du groupe de Visegrad, hein. Cette espèce d'intérêt d'un empire du centre ou d'une organisation économique visant également à protéger ses frontières, nous ne sommes pas très très loin. Alors, nous en arrivons à Salomon Grumbach, le leader social-démocrate alsacien, souligne lui aussi dans sa préface de l'édition française que l'influence de Neumann est plus grande dans la bourgeoisie industrielle, commerciale et journaux libéraux de gauche tels que le Frankfurter Zeitung et le Berliner Tagblatt, qui appuient avec sympathie le projet et commentent largement les débats et des colloques scientifiques organisés, je dirais, à ces sujets par les cercles socio-universitaires. La sociologie est aussi impliquée, hein, n'oublions pas l'intervention et l'adhésion de Max Weber et de Werner Sombart. Et bien entendu, puisque l'association pour la politique sociale fondée par le professeur Gustav Schmoller et dont Max Weber, Sombart et Eckner faisaient partie, organise un grand débat contradictoire international le 6 avril 1916 sur la question du rapprochement économique des deux monarchies de l'Axe. Alors ce qui va poser effectivement problème, c'est que comme il y a deux monarchies, donc il y a fatalement double leadership. Dans un chapitre par exemple consacré aux questions constitutionnelles, Neumann est très clair, en ce qui concerne la nature de l'union projetée. On doit donc parler de l'Europe centrale comme d'une union d'États pressentis nécessaire, voire même indispensable, comme une confédération des peuples de l'Union
de ce qu'on appelle de l'Union européenne moyenne. Néanmoins, plusieurs compétences étatiques devraient être centralisées, de nombreux foyers d'activité communs devraient être créés dans l'espace, ainsi agrandis. Bien entendu, il s'agirait donc d'une confédération d'États indépendants, les particularismes locaux et régionaux devraient être maintenus, voire même reconnus, ainsi que l'instruction publique, l'administration intérieure et les franchises communales ne bougeraient pas vraiment, les lois régissant les rapports anciens entre les représentants parlementaires et la couronne seraient bien entendu maintenues. En quoi consisterait alors finalement au fond l'union? Neumann est très prudent sur cette question-là. Finalement, au fond, à cette question, je dirais, à cette étape, pour lui, le nœud du rapprochement est pour lui, je dirais, la question de la distinction à faire entre les États nationaux et l'État économique et militaire envisagé. En clair, une sorte d'alliance militaire et une union économique. Et quelque part, on n'est pas très loin du groupe de Visegrad. Alors pour commencer, les circonstances ultérieures de la naissance de l'Union européenne ont prouvé la justesse des vues de Neumann sur le premier pas à faire pour rapprocher les superpuissances au XXe siècle. Pour commencer, il faudrait, selon Neumann, que l'économie et la défense commencent à déborder des limites des États nationaux. Le terme est de lui, que les choses soient bien précises. Monnet n'a absolument rien inventé. Donc, on voit finalement au fond que les Allemands ont été encore, en cas d'espèce, à l'origine de cette conception. La direction commune, pour lui, pour Neumann, d'une politique étrangère ne poserait ensuite pas de problème si effectivement, je dirais, l'économie et la défense sont garanties et qu'elles, je dirais, débordent autour de ces nations. Ensuite, il s'interroge concernant ce principe du double leadership germanique qui est préconisé, mais la réalité pour lui de la guerre donne à l'époque le leadership principal à l'Allemagne, ce qui est une évidence. Alors cette réalité ne facilite pas la tâche de Neumann, on peut le comprendre, qui est néanmoins catégorique. Si les puissances centrales ne veulent pas l'union de la Mitteleuropa, elles se rendront séparément à la prochaine conférence de paix. Alors, Neumann prédit qu'en cas d'absence d'un projet d'union, l'Autriche-Hongrie sera la grande perdante et risquera ainsi de disparaître. Ce qui n'était pas faux finalement. L'histoire a confirmé le pressentiment de Neumann. Laissons aux historiens le soin de trancher finalement au fond la question que voici. Une Mitteleuropa constituée à la hâte aurait-elle pu sauver la monarchie austro-hongroise? Ça, on ne peut pas le savoir. Nous avons d'autre part une approche de la sociologie du conflit qui permet, je dirais peut-être, d'affirmer toute tentative de sauvetage de cette monarchie qui était vouée à l'échec parce qu'elle avait pendant un demi-siècle en son existence été incapable de résoudre la question des nationalités de son empire multinational et multiethnique, ce que le pacte de Visegrad ne veut pas. Vous voyez, c'est révélateur, hein. Enfin bon. Donc les débats politiques et les plus passionnés animèrent les deux capitales de la monarchie danubienne, Vienne et Budapest, autour du paradigme du grand État, ce qu'on appelle l'État d'Autriche-Hongrie et Petite Europe, les deux empires de l'Axe, posés par le livre de Neumann. Le clivage fondamental entre les courants favorables et les opposants au projet du Mitteleuropa ne se séparait pas simplement par des partis bourgeois de droite ou de gauche, ou des partis de la social-démocratie, mais je dirais bel et bien qui traversaient chaque camp en son sein. Même à l'intérieur des partis, il y avait des nuances. Certains y adhéraient, d'autres un peu plus fragilement, un peu plus frileusement, et d'autres qui furent effectivement, dès le départ, des individus qui acceptèrent le projet. En outre, chacune des nations composantes de la monarchie, avec sa position politique propre en fonction de ses intérêts nationaux, Neumann navigue à l'époque avec une certaine finesse, soit déterminée par une certaine habilité entre les deux camps, mais il doit surtout prendre en considération l'existence des deux monarchies.
Les débats austro-hongrois sur le concept de Mitteleuropa se compliquent aussi du fait qu'il existe déjà depuis les années 1850 une réflexion autrichienne propre sur la nécessité de créer une union économique et douanière entre les deux empires, bien entendu réflexion inaugurée par l'homme d'État précurseur Karl von Brock. Alors ces représentants de l'époque de Neumann sont le professeur libéral d'économie de l'université de Vienne, Eugène Freyer et von Filipovic, auteur d'un ouvrage retentissant intitulé Une union économique et douanière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et le social-démocrate Karl Renner, une personnalité éminente de l'union entre les deux empires de l'Axe avant la guerre. Karl Renner, qui sera, n'oublions pas, chancelier d'État de l'Autriche après la guerre de 1918-1920, défend avec Victor Adler, leader socialiste autrichien, la nécessité de l'union à la conférence extraordinaire du SPD de Berlin, tout en condamnant une politique de force militaire ou une politique d'expansion nationaliste. N'oublions pas l'aile gauche, marxiste, orthodoxe, du Parti social-démocrate autrichien, qui condamne violemment toute idée d'une union entre les deux empires centraux, sous la plume de l'économiste théoricien Rudolf Hilferding, dans un article important publié en 1915, dans la revue socialiste Der Kampf, pour Hilferding, tout rapprochement est à condamner du moment qu'il sert avant tout la politique militaire et protectionniste de l'Allemagne. Plusieurs historiens notent que le projet de Neumann est favorablement accueilli dans les milieux progressistes radicaux socialistes. De Hongrie, où son livre est traduit dès 1916, l'appui le plus précieux du projet de Neumann vient du sociologue, écrivain, homme politique, Oskar Jászai, président du Parti radical. Jászai convaincu que l'union économique et douanière des deux empires de l'Axe pourrait favoriser la fédération danubienne, dont il est fervent partisan, je ne dis pas. L'adversaire social-démocrate hongrois le plus virulent sera l'homme de gauche, Jenő Varga, économiste bien connu qui, dans la revue berlinoise Neue Zeit du 21 mai 1915, conclut ainsi dans son article: du point de vue de la classe ouvrière, on ne peut pas condamner chaque pays qui s'efforce de créer une industrie nationale. Si nous jugeons la question de l'union douanière avec l'Allemagne, de ce point de vue, la réponse de la classe ouvrière doit être négative. Alors le protectionnisme de gauche de Varga deviendra, après la révolution russe de 1917, une position stalinienne de soutien inconditionnel au protectionnisme soviétique, régime intégraliste, voire de ce que certains pourraient appeler de totalitaire, dont il sera l'économiste chevronné. Deux considérations déterminent l'adhésion ou l'opposition au projet de Neumann en Autriche-Hongrie: l'alliance militaire avec l'Allemagne qui se retournera contre la monarchie austro-hongroise dans les négociations avec les Alliés dans une conférence de paix à venir, et le développement économique et industriel de l'Allemagne, plus important que celui de son allié danubien et qui sera défavorable à ce dernier. Et alors, finalement, quelle que soit l'issue de la guerre, c'est-à-dire même si les superpuissances de l'Axe venaient à l'emporter. Alors, venons un petit peu au projet de Neumann, comment cette chose a été, enfin du moins comment ce principe, cette conception est arrivée finalement en France, plus précisément en Alsace. La partie paradigmatique, la plus discutable du livre de Neumann, concerne sans doute l'avenir qu'il prévoit pour la France dans la stratégie des superpuissances, assises autour de la table de négociation pour la paix. Je dirais que bon polémologue, pourtant il ne voit pas encore clairement la stratégie du tiers que jouent dans ce conflit les États-Unis et le président Wilson, qui rejoindront les Alliés en 1917. Non plus que la place de la France au sein des Alliés, la politique de ce dernier sur l'avenir de l'Alsace. Lui-même, et je dirais même les Neumanniens du Parti libéral alsacien, sont pour le maintien de l'Alsace-Lorraine dans l'Allemagne, après la guerre, bien entendu. Mais avec un statut d'autonomie élargie, il s'intéresse au projet du Mitteleuropa parce qu'il favorise la lutte pour une meilleure représentation politique des Alsaciens au sein de l'Empire. En attendant, Neumann ne soulève pas la question de l'Alsace-Lorraine dans son ouvrage. En ce qui concerne la France, il ne la voit pas comme une future superpuissance mondiale au sein des Alliés. Certes,
il ne la range pas non plus parmi les empires en déclin, tels que l'Empire ottoman. Il sait que dans les négociations à venir, la France posera des conditions en la négligeant dans son analyse politique de l'avenir proche. Il essaye sans doute, je dirais, de minimiser son rôle aux yeux de l'opinion publique, pour ne pas trop inquiéter. Alors je dirais qu'il semble cependant que cette erreur d'analyse tienne plus du calcul politique que du jugement de valeur à proprement parler. La meilleure preuve en est l'accord de Neumann sur, je dirais, le choix de ces éditeurs français et suisses qui se portent sur la personne du leader social-démocrate alsacien, Salomon Gombach, comme analyste politique de son essai pour le présenter au public francophone. Salomon Gombach observe l'historien alsacien Jean-Claude Richet, a été un des plus grandes figures du socialisme alsacien. Son itinéraire personnel est à bien des égards exemplaire de l'histoire mouvementée du mouvement ouvrier alsacien qui se développe au point de contact des grandes traditions socialistes allemandes et françaises. On pourrait parler de tradition sombarienne ou de tradition proudhonienne ou sorelienne. Alors, fut un écrivain, un journaliste et un homme politique issu d'une famille juive de la région de Toulouse. Gombach a joué un rôle décisif dans l'adoption par les socialistes alsaciens de la revendication d'une république alsacienne à construire ou en devenir, dont il devient le porte-drapeau dès 1908. Il restera fidèle à ses engagements républicains par la suite, lorsqu'il deviendra partisan du rattachement de l'Alsace à la France. Pendant la guerre, il est correspondant de l'Humanité en Suisse. En 1915, il termine une brochure dédiée au leader socialiste Jean Jaurès, dans laquelle il prend position pour le principe d'un plébiscite pour l'Alsace-Lorraine. La préface de Gombach est approfondie, critique et objective. Elle ne sera pas analysée ici en détail parce que la liste, l'audio risque de faire risque de faire des heures, donc ce n'est pas le cas ou ce n'est pas le but cherché. Mais après, je dirais, une présentation assez élogieuse de la biographie de l'auteur, Gombach souligne à propos de son livre que la véritable source de son succès, c'est le fait que dans ce livre se trouvent cristallisées des centaines et des centaines de pensées qui emplissaient depuis le 4 août 1914 plus que jamais l'atmosphère politique des deux monarchies centrales. Gombach voit bien que Neumann a pour objectif politique de souligner la nécessité de l'union économique, militaire et politique des deux puissances centrales qui tiennent à rester des grandes puissances. Il observe que presque toutes les discussions sur Mitteleuropa sont consacrées en première ligne, souvent exclusivement à cette question, l'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Est-elle encore possible ou est-elle possible en réalité ou utopie? Et c'est finalement ce qui en transpirait des véritables débats. Alors en présentant l'ouvrage comme une analyse politique axée sur les questions économiques, Gombach gomme en quelque sorte son intérêt en tant que, je dirais, projet d'union des États centraux sans leadership unique, appelé le leadership allemand. Favorisant bien entendu ainsi les critiques, surtout celles des sociodémocrates doctrinaires qui accusent Neumann de proposer aux pouvoirs centraux des idées et des stratégies protectionnistes. Un des aspects, je dirais, le plus étonnant et même quelque peu, je dirais, déroutant de la préface de Gombach, c'est d'une part l'absence de critique française et alsacienne de la version allemande du livre, publié un an auparavant. Et d'autre part, l'absence totale de la question de l'Alsace-Lorraine dans ce volume, et cela est sans doute voulu, comme je l'ai bien expliqué précédemment. Mais même maintenant, on ne voit pas le pourquoi de cette façon de présenter l'ouvrage à l'opinion française, et où l'alsacienne, Gombach, qui fut néanmoins un homme politique socialiste trop averti, pour penser que le lecteur tomberait dans le piège, je dirais, de sa seule note ajoutée à la fin de cette préface. Croyons-nous utile d'ajouter
qu'il convient de faire toutes les réserves nécessaires au sujet des opinions personnelles de Neumann touchant la politique générale de l'entendement et de celle notamment de la France. Il suffit de se rappeler que l'auteur est un Allemand, ne l'oublions pas, on a tendance souvent à le négliger. C'est pour ça que quand on lit la révolution conservatrice allemande, ou les penseurs comme Carl Schmitt, comme Bernard Sombart, comme Ernst Nolte, ou même Ernst Niekisch, il faut bien penser que ce sont des Prussiens, ce sont aussi des Germaniques. Donc il est important d'avoir le logiciel allemand, c'est-à-dire de comprendre comment pense l'allemand pour pouvoir lire ce genre d'ouvrage. Et en plus, n'oublions pas qu'il suffit de se rappeler que non seulement l'auteur est allemand, mais il écrit pour les Allemands. Alors, nous pouvons supposer que les socialistes français, il aurait sans doute été utile de présenter les thèses élaborées sur le concept de Mitteleuropa par un leader libéral-démocrate allemand, de même que leurs critiques exprimées surtout dans les rangs des sociodémocrates et libéraux allemands et autrichiens, démocrates libéraux, qui seraient peut-être des alliés après les négociations de paix. On peut aussi spéculer sur la question de savoir si en 1916, Grumbach avait déjà fait son choix de rejoindre finalement la France. Les choses ont effectivement évolué. Qui aurait pu prévoir l'arrivée de Hitler? Bon, enfin bon. Alors pour conclure, il faut réaffirmer l'intérêt politique et historique de l'actualité du projet de Mitteleuropa que Neumann a élaboré et présenté en 1915. Pour le soutenir, Neumann a révélé le courage de l'homme politique, de l'homme d'église, de l'homme social, en réclamant des négociations de paix auprès des belligérants. Ça, c'est un état de fait. En pleine guerre mondiale, c'est quand même chevronné. Il a présenté un projet d'une petite Europe dont les objectifs profonds étaient de créer en Europe centrale une fédération supranationale d'États, sous direction germanique certes, allemande et autrichienne, mais comprenant des nationalités voisines multiples. Sur le plan politique, il s'agissait aussi d'un projet visant à maintenir l'ensemble germanique au rang de superpuissance afin qu'elle puisse rivaliser par son espace et sa masse avec les autres superpuissances, disposant ipso facto, je dirais, et de surcroît coalisés en tant qu'alliés, lesquels semblaient déjà en 1916 devoir être les futurs vainqueurs de la Première Guerre mondiale. En volant au secours de la monarchie d'Autriche-Hongrie, Neumann visait aussi à résoudre les questions des nationalités et, n'ayons pas peur de le dire, à contribuer ainsi à la naissance et à la survie ultérieure des nouveaux États-nations en Europe. C'est en cela que finalement, au fond, c'est aussi une question d'actualité, puisque dans une autre mesure, nous pouvons constater que le groupe de Visegrad est plus ou moins dans cette même logique. Et surtout, quand depuis, je dirais, la fin du pacte de Varsovie et du Comecom et l'effondrement du mur de Berlin et de la décomposition des systèmes, je dirais, à parti unique communiste dans ces régions, nous pouvons voir que Neumann a apporté une sorte de nouvelle voie à explorer. Alors peut-on reprocher à Neumann de raisonner? Pour construire une fédération d'États indépendants en Europe centrale, en termes de superpuissance, finalement, au fond, quand on regarde, l'histoire lui a donné raison. Les traités de Versailles et de Trianon ont été négociés par les superpuissances coloniales anciennes et établies. L'Angleterre et la France alliées à celles qui montaient, les États-Unis d'Amérique du Nord, dans cette bataille provisoire des superpuissances dominantes. Je dirais, deux ont mordu à la poussière et ont disparu, donc, à savoir bien entendu la monarchie austro-hongroise et l'Empire ottoman. Une troisième, en l'occurrence, la Russie s'est transformée en un puissant système, je dirais, empirique, sous l'égide de Staline, dont tous les chemins menaient à Moscou. Alors, 30 ans plus tard,
Après une Seconde Guerre mondiale, le projet de créer une Union européenne non seulement ressurgit, mais il est devenu opérationnel par un de ces renversements d'alliances dans le jeu de superpuissance dont les peuples européens, bien entendu, ont non seulement l'intelligence, mais le secret. Le pivot de cette construction initiale de l'Europe n'a pas été une petite Europe sous la direction germanique comme l'avait rêvé ou pensé Neumann, mais une petite Europe sous direction franco-germanique entourée de petits grands États-nations intéressés et parties prenantes comme il avait été imaginé dans un autre contexte. Cette petite Europe devient sous nos yeux une grande Union européenne qui présuppose l'accord des superpuissances anciennes et nouvelles, comme l'avait vu Neumann, 30 ans plus tôt, bien entendu. Alors Neumann était non seulement un grand visionnaire, mais aussi un grand précurseur d'un nouvel ordre, d'une nouvelle façon de s'organiser dans une Europe dont la véritable réunification reste cependant, je dirais, à construire, puisque je ne suis pas en train de faire un plébiscite, je suis en train de constater des faits. Voilà, je vous remercie. Donc cet audio fait suite au groupe de Visegrad. L'une ne va pas sans l'autre, donc je vais l'intituler effectivement Suite du groupe de Visegrad, car le Mitteleuropa est quand même la conception auquel le groupe de Visegrad s'est inspiré d'une inspiration historique, qu'elle n'a rien à voir, et une inspiration contemporaine et politique, je dirais même utopique, dont beaucoup d'intellectuels se sont, je dirais, inspirés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que cet audio a été un petit peu long, mais je n'avais pas trop le choix. Je vous dis à la prochaine chronique.